Bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer d'ici quelques minutes ce webinaire. Le temps pour chacun des participants inscrits de nous rejoindre dans la salle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire. On va laisser quelques maintenant secondes et instants pour que tout le monde s'installe dans la salle. En tout cas, je suis heureux et ravi d'animer ce webinaire relatif à la fiscalité. Je suis accompagné de Claire Dupont, responsable de nos agences de Lille et Reims, et qui sera la modératrice de ce webinaire tout au long donc de nos échanges. Claire répondra au chat sur les questions que vous allez poser et chacune des sous-parties sera interrompue pour que je puisse répondre en live à vos questions sur les questions les plus fréquentes qui vont revenir dans notre échange ou sur des questions très spécifiques. Nous allons donc découvrir découvrir la thématique et démarrer le webinaire dans moins d'une minute, le temps que donc tout le monde s'installe. Eh bien, vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce matin. Merci de votre fidélité pour ceux qui ont l'habitude d'être présents à ce webinaire. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la fiscalité de la prévoyance et le groupe Apicil à l'occasion de l'animation de ce webinaire. Je suis heureux de vous retrouver sur cette thématique très précise, la fiscalité de la prévoyance. Claire Dupont, modératrice de ce webinaire et la responsable de nos agences Lille-Reims, et donc va vous accompagner tout au long du webinaire pour répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet de suite. D'abord, pour démarrer, quelques règles pour que tout se passe bien. Vos micros et vidéos doivent être désactivés afin que nous puissions avoir suffisamment de bande passante pour pouvoir disposer d'une bonne qualité d'image et de la bonne entente également du son. Vous pouvez poser vos questions par messagerie instantanée. Donc, Claire est derrière le chat. Elle répondra à toutes vos questions de manière courante. Et puis également, à la fin de chaque partie prévue dans ce webinaire, nous consacrerons donc un temps d'échange. Bien évidemment, si la présentation projetée ne fonctionne pas très bien, vous pourrez y accéder via un lien intégré dans le chat. Et puis, vous disposerez à la fin du webinaire du replay. Faisons d'abord connaissance. D'abord, le groupe Apicil. Le groupe Apicil est un groupe de protection sociale à but non lucratif. Nos statuts est un organisme à but non lucratif, paritaire et mutualiste.
C'est un groupe à taille humaine. Nous sommes spécialisés dans la protection sociale et la protection sociale va de l'accompagnement de la personne individuelle, mais aussi collective à travers donc l'assurance de personnes, prévoyance, santé et puis retraite. Le groupe est présent sur l'ensemble de ces métiers que je viens de vous exposer. C'est un groupe solide financièrement, groupe autonome et la gouvernance est basée à Lyon. Moi-même, qui je suis, pour ceux donc qui nous rejoignent pour la première fois pour ce webinaire, je suis expert en protection sociale, je suis salarié du groupe Apicil, expert également en politique de gestion de la santé. J'ai l'habitude de présenter donc des webinaires, j'anime des podcasts et par ailleurs, je suis enseignant. Quel est le programme d'aujourd'hui à travers cette thématique? Nous allons voir dans un premier temps la fiscalité de la cotisation. Nous verrons dans un second temps la fiscalité de la prestation. Nous aurons une troisième partie pour aller plus loin, c'est-à-dire pour approfondir certains aspects. Et puis, si vous en souhaitez plus, nous allons vous mettre à disposition un QR code qui vous permettra, en flashant le QR code, d'accéder directement à nos conseillers. Un webinaire donc en 3 parties. La thématique est la fiscalité. Bien évidemment, c'est une thématique très large. C'est une thématique qui nécessite de déborder sur quelques aspects plus sociales, relatives aux obligations des employeurs. Nous n'aborderons pas forcément dans ce webinaire les problématiques fiches de paye, ce n'est pas la thématique. Et puis, nous n'aborderons pas les frais de santé, la retraite. Nous consacrerons l'entièreté de nos débats et de notre échange sur la prévoyance, c'est-à-dire les risques décès et tous ces annexes, les frais d'obsèques, la rente de conjoint, la rente d'éducation. Nous aborderons l'incapacité de travail et nous aborderons l'invalidité. Alors, sans transition, première partie, tout d'abord, regardons ensemble la fiscalité de la cotisation. La fiscalité de la cotisation s'inscrit dans une niche fiscale. En réalité, la protection sociale, dès lors que l'entreprise est souscripteur d'un contrat d'assurance collective prévoyance, elle s'inscrit dans une niche fiscale. C'est-à-dire que le fait de contribuer au financement de la protection sociale et plus spécifiquement de la prévoyance, c'est un avantage fiscal parce qu'elle permet de diminuer le montant de l'impôt, soit à travers une première forme, le crédit d'impôt, soit à travers une deuxième forme, la réduction d'impôt. Comment est-ce possible? Eh bien, les cotisations de l'employeur et les cotisations du salarié sont déductibles à l'impôt sur les sociétés. Le salarié n'est pas imposable sur la contribution employeur, c'est-à-dire sur la part de l'employeur pour financer le régime. Alors, vous allez me dire, mais il y a différentes formes juridiques d'entreprise. Oui. Alors, bien évidemment, beaucoup d'entreprises sont imposées à l'impôt sur les sociétés. Beaucoup d'entreprises ne payent pas d'impôt sur les sociétés. On va regarder un tout petit peu plus les raisons dans la slide qui va suivre. Mais parce qu'il y a différents statuts juridiques d'entreprise, il y a donc différents régimes fiscaux. Il y a l'impôt sur les sociétés et vous pourriez très bien également dire « Ah ben oui, mais je suis travailleur non salarié ou je suis imposable au BIC, bénéfice industriel et commercial.
ou je suis imposable au BNC, bénéfice non commercial. Alors bien évidemment, c'est en fonction du statut juridique que le statut fiscal découle. Un principe pour bénéficier de la niche fiscale, c'est que pour bénéficier, pour avoir l'avantage fiscal, il faut respecter un formalisme de mise en place du contrat d'assurance collective dans l'entreprise. Pourquoi cela? Vous le voyez à travers le tableau qui est sous vos yeux. Depuis une quinzaine d'années, l'assurance collective se développe en France pour différentes raisons. Des raisons réglementaires, des raisons législatives, un souhait politique également. Le souhait politique à travers, par exemple, le fait de mettre une fiscalité avantageuse. Sauf qu'avec le développement de l'assurance collective, vous avez ici une vue sur le fait qu'il y a une multiplicité d'offres et qu'en fonction de la souscription du contrat, en fonction de l'offre, eh bien, vous avez un formalisme ou non à respecter. En règle générale, pour mettre en place un contrat d'assurance collective et pour bénéficier des avantages de la niche fiscale, vous avez la possibilité de formaliser cette mise en place par l'une ou l'autre des formes juridiques acceptées. Il y en a 3. La DUE, la décision unilatérale de l'employeur. Deuxième forme, l'accord collectif. Troisième forme, le référendum. Ce sont donc mes items en haut. Et puis, vous avez 4 formes d'offres aujourd'hui. Vous avez l'offre conventionnelle, c'est-à-dire que vous dépendez d'une convention collective pour laquelle il y a une obligation d'assurance, parfois même de service. Et donc, il y a 2 formes d'offres conventionnelles, les accords en recommandation, les accords en labellisation. Et puis, vous avez une autre forme d'offre, les offres sectorielles, c'est-à-dire vous faites le choix de souscrire votre obligation d'assurance auprès d'un assureur sans respecter la recommandation ou la labellisation, c'est-à-dire sans faire le choix d'aller auprès de l'organisme recommandé par votre branche professionnelle. Vous avez une troisième forme d'offre, les offres standards. Là, vous faites en fait une souscription auprès d'un assureur, quel qu'il soit, et vous faites le choix de ne pas respecter ligne à ligne ou globalement l'accord conventionnel parce que vous souhaitez offrir plus. Et puis, il y a l'offre sur mesure. La taille de l'entreprise vous permet de piloter le contrat sur le plan économique et financier par vos propres moyens. Et donc, vous faites le choix de ne pas rentrer dans une offre conventionnelle, mais de faire une offre donc propre à l'entreprise. Eh bien, en fonction de la nature de ces offres, c'est-à-dire de votre souscription à votre contrat, il y a le respect du formalisme. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est tout à droite. On voit que dès lors qu'on met en place un contrat qui dépend d'une offre sectorielle, d'une offre standard ou d'une offre sur mesure, il n'y a pas d'exonération du formalisme juridique. J'ai mis une croix rouge. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le formalisme est obligatoire dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de la niche fiscale. Le seul cas d'exception à ce formalisme, c'est le fait que vous faites le choix de respecter votre régime conventionnel si vous appliquez un régime conventionnel pour lequel il y a un régime prévoyance qui est imposé avec une recommandation d'organisme assureur. Dès lors que vous souscrivez votre contrat auprès de l'organisme assureur recommandé de la branche, c'est le seul cas d'exception où vous pouvez vous exonérer du formalisme. Attention, il y a des régimes conventionnels où ce n'est pas une recommandation, mais une labellisation. Les dernières en date, les plus significatives, je prends l'exemple, par exemple, de la métallurgie. La métallurgie a mis en place donc une nouvelle convention collective qui vient se substituer à tous les accords territoriaux, date d'entrée en vigueur 1er janvier 2024, sauf pour la protection sociale où c'était le 1er janvier 2023. Pour le régime de prévoyance, pas de problème, c'est une recommandation. Pour le régime en santé, c'est une labellisation. Dans le régime santé, il faudrait donc faire une DUE au minimum.
sur la prévoyance, si vous faites le choix des organismes recommandés, c'est une recommandation, vous avez l'exonération du formalisme, sauf si vous faites le choix de souscrire non pas auprès d'un organisme recommandé, mais auprès d'autres assureurs. Alors cela est important parce que nous allons voir l'article fiscal. Je vous ai mis ici l'article 39 du Code général des impôts. Oh, c'est un article qui est très large. Souvent, et vous pourriez me le dire, il est connu pour les aspects de la retraite et notamment de la retraite supplémentaire. Il était très utilisé pour les retraites chapeau. Oui, sauf qu'en fait, en prévoyance, on utilise cet article. On utilise cet article. Alors, avant de rentrer dans le détail de cet article, une entreprise, elle a des charges et elle peut déduire l'ensemble de ses charges dans le bon fonctionnement de l'entreprise, donc ses frais généraux, ses frais de dépenses de personnel, et donc un contrat de prévoyance est assimilé à des dépenses de personnel. Donc, je n'ai pas de problème, ce sont des frais généraux. Mais pour rendre déductible la cotisation et qu'elle soit non imposable pour la part de la contribution employeur pour le salarié, cela rentre bien dans l'article 39 du Code général des impôts, qui en fait est un article qui permet de dire la chose suivante, c'est que c'est un régime à prestations définies, c'est-à-dire que les garanties sont définies dès le départ, au moment de la souscription du contrat. En effet, vous prévoyez d'avance vos garanties d'essai, vous prévoyez d'avance la notion de maintien de salaire à travers la garantie incapacité. Donc, quand vous mettez en place le contrat, en fait, vous signez pour avoir une promesse contractuelle. Donc, vous savez d'avance quel va être le niveau de remboursement de l'assureur si l'aléa se produit, l'accident ou la maladie. Donc, à ce titre-là, la prévoyance rentre dans l'article 39 du Code général des impôts et à ce titre-là, la contribution de l'entreprise, donc, est considérée comme déductible. Pour que ça soit déductible, il y a quelques règles de fonctionnement. Il faut que votre contrat soit à caractère collectif et obligatoire. Alors, pour rendre le caractère obligatoire, c'était mes propos d'avant, le formalisme est obligatoire, sauf si vous souscrivez un contrat conventionnel auprès d'un des recommandés de votre régime professionnel, si c'est le cas. Mais dès lors que vous souscrivez donc une offre autre ou que vous ne dépendez pas d'une convention collective qui organise la prévoyance, à ce moment-là, je vous rappelle qu'il n'y a pas de loi qui rend obligatoire la prévoyance, pour que le caractère soit obligatoire, le formalisme est donc nécessaire. Le caractère collectif veut dire que dans la règle, il n'y a pas de dispense possible. En prévoyance, il n'y a pas de dispense possible. C'est tout le monde ou personne, et donc tout le monde ou personne par catégorie objectif du salarié. Et donc, vous ne pouvez pas dire « j'accepte » comme en santé, la situation que peut-être le salarié serait couvert en tant qu'ayant droit par son conjoint. Tout le monde contribue au système. Bien, troisième aspect pour que la règle fiscale puisse s'appliquer et bénéficier de la niche fiscale, c'est que le taux de contribution employeur soit uniforme et que votre participation soit effective et significative. Donc, en prévoyance, il n'y a pas de définition réglementaire de cette notion de la part significative, c'est donc une appréciation, d'accord? Et cette appréciation, elle sera liée à votre notion de contribution au régime de retraite obligatoire. Souvent, les régimes conventionnels prévoient la contribution employeur et le niveau de la contribution employeur. Pour les cadres, la convention collective des cadres et l'ANI de 2017 réaffirme que la contribution employeur est de 100% sur le minimum légal conventionnel, c'est-à-dire 1,50% du salaire limité à la tranche A. Mais pour le reste,
il y a une certaine liberté et donc il y a une certaine notion d'appréciation de ce mot significatif. Et puis, bien évidemment, donc pas de dispense en prévoyance. Il est important de retenir que la contribution employeur est soumise au forfait social. Ce forfait social, le taux général, il est de 20%, mais il y a une dérogation. Et la dérogation sur la contribution employeur pour financer un régime de prévoyance, le forfait social est de 8%. Le forfait social s'applique à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. La CSG, la CRDS, ça on va revenir dessus, s'applique dès le premier euro de prestation. Et donc, je reviendrai sur les aspects CSG-CRDS, la CSG-CRDS étant à la charge du salarié. Maintenant que nous avons vu la niche fiscale et cet article, donc 39 du Code général des impôts, regardons les limites sociales et puis ensuite les limites fiscales. En effet, pour que il n'y ait pas d'exagération, la cotisation patronale n'est pas soumise à charge, mais elle n'est pas soumise à charge dès lors que la contribution employeur ne dépasse pas un certain montant. Vous avez ici la formule. La formule, elle est un petit peu barbare. C'est 6% du plafond annuel de la sécurité sociale, auquel j'ajoute 1,5% de la rémunération brute, le tout ne devant pas dépasser 12% du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour faire simple, en prévoyance, 12% du plafond annuel de la sécurité sociale, ça représente 5 564 € de mémoire à quelques euros près. Plafond annuel évoluant chaque année en fonction de l'évolution de cet indice, puisque c'est un indice, le plafond mensuel de la sécurité sociale, indice sur lequel on fait reposer un certain nombre de prestations sociales en France. Très clairement, la limite sociale, c'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour la retraite, très clairement. Si vous avez un salarié pour lequel sa rémunération brute mensuelle est de l'ordre de 1 600 € brut et que vous mettez en place un régime de prévoyance qui comporte les garanties décès, incapacité de travail, invalidité et qui coûte 1%, eh bien 1% de 1 600 € brut, ça veut dire ça fait 16 €. Je fais simple, 16 €. Si vous dites que vous y participez, 16 €. Si vous participez à 50%, 16 € divisé par 2, ça fait 8 €. Est-ce que les 8 € respectent les limites sociales, 8 € mensuels? La réponse est oui, puisque le plafond annuel de votre limite sociale est de 5 564 €. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de marge. Donc, en prévoyance, en réalité, en prévoyance, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les limites sociales sont plutôt élevées et donc ne se pose pas réellement la difficulté d'appréciation de la limite sociale. Regardons maintenant les limites fiscales. Pour que la contribution employeur soit donc déductible au titre de l'article 39 du Code général des impôts, mais aussi que cette contribution employeur ne soit pas imposable pour le salarié, il faut que l'entreprise respecte les limites donc fiscales pour que ça puisse donc être non chargé. Alors ici, vous avez donc une autre formule. Cette formule est un tout petit peu plus large que la limite sociale. C'est 5% du PAS, auquel j'ajoute 2% de la rémunération brute du salarié, le tout ne devant pas excéder 2% de 8 montants du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc là, c'est un petit peu plus large, puisque 8 plafonds annuels de la sécurité sociale, c'est pas 8 fois, c'est pas 8% de un plafond annuel, c'est 8 plafonds annuels, donc c'est-à-dire la limite maximale de la tranche C. Eh bien, 2% de cette limite maximale, ça vous amène à pouvoir avoir un disponible fiscal de 7 418 € pour faire simple, dans lequel vous devez bien évidemment ranger un certain nombre de choses. C'est la prévoyance, la santé, la retraite supplémentaire, mais pour notre sujet de ce matin qui est la prévoyance, ça laisse un certain
volume, puisque si je reprends mon exemple du salarié qui gagne 1 600 € bruts par mois, pour lequel le régime de prévoyance représente 1% du coût et que vous y contribuez à hauteur de 50%, voyez que votre participation coûtera 8 € mensuels, et donc vous voyez que vous êtes très large. Alors c'est important puisque cette limite fiscale permet pour l'entreprise de déduire la charge, pour le salarié de ne pas être imposable dessus à l'impôt sur le revenu. Si vous dépassiez les limites des gros salaires, des montants de participation employeur à 100%, un régime santé qui vient diminuer le disponible fiscal, donc cette enveloppe pour la prévoyance, eh bien, la part qui dépasserait 2% de 8 montants du plafond annuel serait considérée comme un avantage, et cet avantage-là est imposable. Donc, non déductible pour le salarié, non déductible pour l'entreprise. Un mot sur le régime fiscal des travailleurs non salariés. Peut-être vous êtes nombreux à nous écouter ce matin et que vous êtes soit à l'impôt sur les sociétés, soit parce que vous êtes aussi travailleur non salarié. La règle fiscale du travailleur non salarié est différente. Le travailleur non salarié n'a pas de régime de prévoyance et surtout il n'a pas de protection en cas d'arrêt de travail. Donc pour favoriser la souscription d'un contrat d'assurance pour se protéger contre la perte de revenus liée à une maladie ou un accident, il y a un régime fiscal. Ce régime fiscal s'appelle la loi Madelin. Cette loi Madelin, elle vous donne l'enveloppe de disponible en cas de souscription d'un contrat donc d'assurance portant sur la protection donc de la famille, protection des revenus en cas donc d'arrêt de travail, donc la garantie incapacité. Vous avez dans le tableau de gauche ces montants maximaux maximal de déductibilité et vous avez sur la droite l'exemple. Si je ne mets rien en place, c'est ma colonne orange, eh bien, avant déduction, si je gagne 35 000 € par an et que mon taux d'imposition est de 30%, eh bien, je paye un montant d'impôt ici à 3 768 €. Mais si je mets en place un contrat de prévoyance, voire même un contrat de santé, que je le fais dans le cadre du contrat Madelin, eh bien, cela me permet de déduire le montant au regard, bien évidemment, de la formule maximale, c'est-à-dire plafond de la déductibilité. Et vous voyez que ça réduit en fait le montant de l'impôt à payer puisque mon enveloppe après déduction de ce critère fiscal Madelin me permet de payer moins d'impôts et donc de protéger ma famille. Pour terminer cette première partie, eh bien, si j'avais à retenir des points clés sur la fiscalité de la cotisation, eh bien, nous venons de voir que la prévoyance, c'est d'abord une niche fiscale, d'accord. C'est la nécessité de respecter les critères d'éligibilité à cette niche fiscale pour pouvoir bénéficier de la déductibilité des cotisations en termes de charges. Et puis, c'est le respect bien, de ces plafonds, la limite sociale et la limite fiscale. Il est écrit les choses suivantes, c'est que la mise en place d'un contrat de prévoyance, c'est mon dernier point clé ici. Le dernier point clé, la mise en place d'un contrat de prévoyance nécessite le formalisme et pour accentuer cette notion-là, pour reprendre la première diapo, c'est la loi Evin l'indique bien. La loi Evin, c'est 1989 et la loi Evin, dans son article 11, dit que pour déduire la part de la contribution employeur et pour rendre obligatoire le contrat d'assurance collective, le formalisme est, lui, obligatoire. Eh bien, j'en ai terminé pour cette première partie sur la fiscalité de la cotisation. Je laisse place aux questions. Vous avez également un QR code qui s'est affiché et vous pouvez le flasher. Ça permettra d'accéder directement à laisser des questions et surtout des réponses qui pourront donc vous être données, surtout si vous êtes dans des situations individuelles ou collectives particulières.
Les limites sociales s'appliquent-elles annuellement, même si le salarié n'a pas été présent toute l'année? La réponse est oui. Y a-t-il d'autres questions qui viennent qui, qui me seraient remontées? Donc là, c'est Claire qui compile toutes les questions que vous laissez dans le chat et pour lequel donc je partage les réponses sur les thématiques plutôt générales. Je laisse à Claire la possibilité donc de me faire remonter les questions. Alors, une question relative au TNS, une question assez pointue. Lorsque les travailleurs non salariés perçoivent des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, calculées sur 1,780e du revenu annuel moyen, je ne sais pas quelle est la question en fait. Il y a un constat, mais il n'y a pas de question qui est posée. Et donc, le régime des travailleurs non salariés est un régime particulier. En termes d'indemnités journalières, ils sont maintenant affiliés au régime général en fonction du contrat souscrit et donc de la promesse contractuelle. Il faut regarder les conditions générales de chaque contrat. Écoutez, ce que je vous propose, cela fera venir peut-être d'autres questions. Je vais démarrer la deuxième partie de ce webinaire, qui est la fiscalité de la prestation. Donc, on a vu dans un premier temps la fiscalité de la cotisation. Maintenant, on va regarder la fiscalité de la prestation. Tout d'abord, un mot sur la contribution sociale généralisée et la CRDS, qui est la contribution au remboursement de la dette de la sécurité sociale. Sur la partie droite de la slide, j'ai repris un petit peu l'évolution donc de la CSG hors CRDS depuis sa création par Michel Rocard, avec une date d'entrée en vigueur en février 1991. La CSG est une contribution qu'il faut voir comme une taxe qui s'impose à l'ensemble des revenus, revenus issus du capital ou issus du travail. Cela veut dire que tous les revenus, je dis bien tous les revenus, même ceux issus de la prévoyance, sont soumis à CSG et donc CRDS. Que vous soyez sous forme d'une rente ou que vous soyez sous forme d'indemnité journalière ou de pension, la CSG et CRDS s'appliquent. Petite particularité, la CRDS, c'est une contribution dont le montant est fixe. Cette contribution, c'est 0,50%. 0,50% du montant de la prestation qui contribue au remboursement de la dette de la sécurité sociale qui est logée, donc non pas à la sécurité sociale, mais dans une caisse d'amortissement qui s'appelle la CADES. En revanche, relatif à la CSG, le taux n'est pas fixe. Le taux est variable et il est variable en fonction de la nature de la prestation, c'est-à-dire en fonction de la nature du revenu et du revenu notamment de substitution. Parce que le revenu incapacité ou le revenu invalidité sont des revenus de substitution parce qu'ils ne sont pas en contrepartie d'un travail effectif. Ils sont en contrepartie d'une promesse contractuelle, c'est-à-dire que le régime de prévoyance vient se substituer donc en termes de revenus issus du travail, parce que vous êtes en situation d'être en arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident. Et le taux de la CSG n'est pas le même si vous êtes en incapacité ou si vous êtes en invalidité. Et vous le voyez très bien parce qu'en réalité, en épargne, c'est encore différent. En fait, il n'y a pas de taux fixe et de taux unique pour la CSG. Donc ça, c'est le premier paramètre. La CSG est à la charge du salarié et elle est due dès le premier euro. La CRDS est à la charge du salarié et elle est due au premier euro. Vous avez ici la fiscalité de la prestation sous forme des règles générales. Donc, un tableau qui permet de présenter les prestations du contrat de prévoyance, le décès, l'invalidité, ses annexes, le décès, ses annexes, l'invalidité,
On verra le sort ensuite particulier de l'arrêt de travail. Hein. Vous avez quel est le paiement de la prestation sous quelle forme, capital ou rente? Est-ce que c'est soumis au droit de succession et est-ce que c'est imposable à l'impôt sur le revenu? Alors, on va reprendre chaque catégorie de revenus. Lorsque quelqu'un décède et que des capitaux d'essai sont versés donc aux bénéficiaires, les capitaux d'essai sont exonérés de droits de succession pour la totalité du montant. Les règles de l'assurance vie ne sont pas applicables. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale et elle suit son parcours propre. Lorsque vous avez dans un contrat de prévoyance la protection d'1 an de salaire, 2 ans de salaire, 3 ans de salaire, donc 100% du montant de la rémunération brute ou 200% de la rémunération brute du salarié décédé, il n'y a pas d'abattement. Le montant total est exonéré au droit de succession. C'est exonéré également à l'impôt sur le revenu. En revanche, les annexes comme les rentes d'éducation, les rentes de conjoint, donc le mot rente veut dire revenu. On verra après la fiscalité sur les rentes, puisqu'il y a une fiscalité différente si la rente est considérée à titre gratuit ou la rente est considérée à titre onéreuse. Vous avez les frais d'obsèques. Les frais d'obsèques, dans un contrat de prévoyance, c'est souvent un montant. On vous dit 100% du PMSS, 150% du PMSS, c'est-à-dire une fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour l'année, si on dit 100% du PMSS, ça veut dire 3 864 € pour l'année 2024. Eh bien, ce montant, il est forfaitaire, d'accord? Il est payé aux héritiers, en tout cas celui qui engage les frais de sépulture. En droit successoral, c'est réintroduit à l'actif successoral moyennant un abattement, on le verra. Et puis, à l'impôt sur le revenu, c'est déductible que sous condition que c'est payé par un tiers et qu'il n'y avait pas d'actif successoral pour payer les frais de sépulture. Donc, on va le voir très précisément. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder la fiscalité de la rente. Il y a deux types de rente. La rente à titre gratuite, la rente à titre onéreuse. Et donc, en fonction de la nature de la rente, il y a une fiscalité différente qui s'applique. Ça, c'est, j'allais dire, on aime bien un peu complexifier les choses en France. Donc, dans le droit fiscal, en fonction de la nature de la rente, le sort fiscal de la rente peut différer. Les rentes à titre gratuit, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rentes qui peuvent être assimilables à un salaire. Et donc, tout ce qui est assimilable à un salaire, la rente d'éducation, par exemple, eh bien, la rente d'invalidité, eh bien, elles vont subir une fiscalité de rente à titre gratuite, c'est-à-dire elles bénéficient de la déduction de 10% des frais professionnels, même si vous ne travaillez pas. Donc, c'est vraiment assimilable au traitement d'un salaire. La rente à titre onéreuse, son esprit diffère. La rente à titre onéreuse, c'est le versement régulier d'une somme d'argent, souvent jusqu'au décès du bénéficiaire. Que le bénéficiaire ait 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et donc, la rente, ici, elle sera imposable selon l'âge du bénéficiaire au premier versement de la rente. Souvent, la rente à titre onéreux, c'est la rente de conjoint. La rente de conjoint, mon conjoint décède, le contrat de prévoyance prévoyait la rente de conjoint, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, je vais pouvoir bénéficier d'un abattement. Alors, il y a une grille par âge. À 50 ans, c'est 30%. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si ma rente est de 1 000 € tous les mois, que j'ai 50 ans au moment où se déclenche le premier versement de la rente, eh bien, le montant imposable n'est pas sur 1 000 €. Le montant imposable sera sur 1 000 € moins, donc à 50 ans, 30%. Et c'est cette somme-là qui sera imposable à l'impôt sur le revenu.
bien évidemment une CSG qui s'applique, CSG, CRDS qui s'applique. Le taux de la CSG, CRDS sur les rentes à titre onéreuses, je vous les ai indiqués, c'est 17,20%. Bien évidemment, ce serait trop simple si c'était le même taux sur une rente à titre gratuite. Ici, je ne l'ai pas indiqué. Le taux de la CSG, CRDS sur une rente à titre gratuite, de mémoire, c'est 10,10%. Alors voilà donc le principe du fonctionnement donc de la rente. Une rente d'éducation sera soumise à la fiscalité de la rente à titre gratuite. Une rente de conjoint sera soumise à la fiscalité de la rente à titre onéreuse. Regardons maintenant la particularité fiscale des frais d'obsèques. Il existe différents types de contrats relatifs aux frais d'obsèques. Vous pouvez souscrire une garantie obsèque par vous-même. Vous pouvez bénéficier d'une garantie allocation obsèque dans un contrat de prévoyance, notamment collective. À ce moment-là, donc c'est un pourcentage forfaitaire, et donc c'est la colonne de gauche, c'est la colonne frais d'obsèques. Sur la colonne frais d'obsèques, qu'est-ce que l'on voit? C'est que sa première caractéristique, c'est un versement forfaitaire. C'est pas un montant, c'est pas un capital. Vous souscrivez pas pour vous protéger pour 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Vous avez un pourcentage d'un indice. Ici, souvent, la majorité, c'est 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale. À ce moment-là, la fiscalité applicable, c'est l'article 775 du Code général des impôts. Cela veut dire que du montant que vous recevez forfaitaire, seuls 1 500 euros seront déductibles au niveau des droits de succession, le tout étant sinon le tout rentrant dans l'actif successoral. Et c'est l'actif successoral, en principe, qui paye les frais de sépulture. Mais s'il n'y avait pas d'actif successoral, n'importe quelle personne peut payer des frais d'obsèques pour enterrer la personne. Et à ce moment-là, le montant des frais de sépulture sont déductibles à l'impôt sur le revenu de la personne qui engage les frais, bien évidemment. Maintenant, regardons le sort fiscal de la garantie incapacité. C'est là où les choses se compliquent parce qu'en plus, c'est là où, en termes de fréquence dans les entreprises, vous êtes soumis à beaucoup d'interrogations parce que, en fonction du fait qu'il y a des arrêts de travail, c'est sur la garantie incapacité que les questions se posent le plus souvent. Fort heureusement, on ne décède pas tous les jours. En revanche, en termes d'absentéisme, quand on regarde le taux national d'absentéisme, on voit qu'il y a une envolée de l'absentéisme. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus d'arrêts de travail qu'avant. Certains débats sont en cours au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie et pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, le montant sécurité sociale plus assureur en termes d'indemnisation de l'arrêt de travail, c'est 18 milliards. 12 milliards pour la sécurité sociale, la différence donc pour les assureurs. Et donc, en fait, là, c'est quel est le sort du traitement des indemnités journalières qui sont versées. Le schéma indemnitaire de l'arrêt de travail est compliqué. On le verra tout à l'heure, pour aller plus loin, c'est une dimension en fait que j'appelle en 3D, en 3 dimensions. Vous avez la sécurité sociale en termes d'assureur de base. Vous avez votre obligation employeur en termes de mensualisation, c'est-à-dire d'obligation de maintien de salaire. Et vous avez la garantie prévoyance, le cas échéant. Et bien évidemment, le sort du traitement fiscal de cette indemnisation diffère. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce premier temps? Il faut retenir que les IJ versés par les caisses primaires d'assurance maladie sont toujours exonérés de charges. Il n'y a pas de charge sociale sur ce qui est versé par la sécurité sociale. Pour le faire simple, un montant brut devient un montant net. C'est simple. La sécurité sociale ne regarde pas le taux de charge sociale. Et donc, quand vous recevez des IJSS ou que le salarié reçoit, parce que vous ne faites pas la subrogation des IJSS, pas de charge sociale. En revanche, dès lors que vous percevez des indemnités journalières par un assureur, parce que vous avez souscrit un contrat de prévoyance, là, il y a un taux de charge. Et les choses se compliquent d'autant plus que le taux de charge est proportionnel à votre quote-part de financement au régime. C'est-à-dire que si vous avez financé le contrat de prévoyance à hauteur de 50%, à ce moment-là, au moment où la prestation est payée, eh bien, seule la part sur laquelle vous avez
contribuer au financement de la cotisation est assujetti aux charges sociales en matière de prestations. Je dois maintenir 500 €, j'ai contribué au financement à 50%, alors sur les 500 € que je dois maintenir, seuls 50% seront assujettis à charge. Je vous le fais simple parce que, bien évidemment, ce sont des mécanismes complexes, mais c'est ça la logique. C'est que la quote-part de la contribution employeur au financement du régime fait que, en termes de prestations, la fiscalité applicable, c'est que votre quote-part entraîne des charges sur les indemnités journalières versées et à proportion de votre quote-part de financement. Je sais que c'est pas simple, et donc on va revenir dessus le cas échéant. Il y a les charges sociales, il y a aussi le sort de la prestation vu impôt sur le revenu pour votre salarié. Alors, tout ce qui relève de la maladie, les indemnités journalières de maladie, les indemnités complémentaires versées par l'employeur, maintien de salaire, tout ce que vous voulez, les indemnités journalières versées aussi au titre d'un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux, tout cela, alors, pardon, tout ce qui est IJ, hors soins coûteux, sont imposables à l'impôt sur le revenu. Tout ce qui relève de la maternité et de la paternité est également imposable. Donc, toutes les sommes reçues au titre de la sécurité sociale, mais aussi au titre du contrat de prévoyance, ces sommes-là sont imposables. La seule chose qui est exonérée, ici, je l'ai repris, ce sont les indemnités journalières versées en cas de maladie et qui comportent un traitement prolongé des soins particulièrement coûteux, notamment quand vous rentrez dans un protocole thérapeutique très lourd. On peut être en arrêt maladie pour cause de maladie de la vie courante. On peut bénéficier d'indemnités journalières. Ces indemnités journalières peuvent être la conséquence, en fait, d'un accident du travail. Dans la législation de l'accident du travail et maladie professionnelle, qui est une caisse bien spécifique en matière de sécurité sociale, vous voyez que le traitement fiscal à l'impôt sur le revenu est différent. Il y a donc une exonération à hauteur de 50% du montant des indemnités journalières, que ce soit l'accident du travail ou la maladie professionnelle, que ce soit l'inaptitude versée suite à un accident ou à une maladie professionnelle. Pour conclure cette deuxième partie qui est donc la fiscalité de la prestation. Les choses donc sont un peu plus complexes que sur la cotisation puisque il y a la CSG à la charge du salarié, il y a la problématique de charges sociales sur l'arrêt de travail en fonction de la quote-part de financement de l'employeur au contrat de prévoyance et notamment sur la garantie incapacité. Il y a le sort fiscal à l'impôt sur le revenu de la prestation et éventuellement, il y a le sort fiscal au sens droit de succession lorsqu'on est face à une situation où le salarié est décédé. Vous voyez que donc là, en fiscalité de la prestation, c'est un petit peu plus complexe, mais je tente ici de vous balayer le sujet pour en faire une synthèse, pour vous donner une vision globale en si peu de temps. Que devons-nous retenir? Nous devons retenir plusieurs choses. Les capitaux d'essai, quel que soit le contrat collectif souscrit, les capitaux d'essai seront toujours exonérés de droits de succession. Et au droit de succession, il n'y a pas de CSG-CRDS. Les prestations hors d'essai, elles, sont toutes imposables à l'impôt sur le revenu. Le taux de CSG, vous l'avez vu, il est modulable en fonction de la nature de la prestation. Je ne l'ai pas dit, mais les indemnités journalières versées aux victimes de l'amiante ne sont pas imposables. C'est une maladie professionnelle et vous aviez l'exonération à 50%. Dans cette exonération à 50% d'IJ liée à la législation accident du travail maladie professionnelle, il y a un cas d'exonération, c'est l'amiante. Et puis, en fait, il y a un deuxième cas d'exonération, c'est pour toutes les personnes qui seraient exposées aux rayons radioactifs. Et puis, pour terminer, l'invalidité, la pension d'invalidité
est soumise bien évidemment à l'impôt sur le revenu pour le salarié et bénéficie forcément de l'abattement pour frais professionnels de 10%, puisque l'invalidité, c'est une rente à titre gratuite. Eh bien, je laisse place aux questions pour terminer et clore cette deuxième partie avant d'approfondir certains aspects dans une troisième partie. Alors, première question qui arrive, est-ce que la CSG-CRDS s'applique également au versement de capitaux? Dès lors qu'on est dans des versements de capitaux d'essai issus des contrats de prévoyance, il n'y a pas de CSG-CRDS. C'est un cas d'exonération de CSG-CRDS. Ah, une question assez pertinente. Est-ce que la CSG s'applique sur le forfait social? C'est-à-dire, y a-t-il CSG sur la contribution de l'employeur dans le paiement de son forfait social? Ben, la réponse est oui. Est-ce que la prévoyance est imposable dès le premier euro? La réponse, c'est oui. Sauf donc les cas d'exonération, donc sauf donc réglementation, accident du travail, maladie professionnelle, sauf versement des capitaux d'essai. L'allocation prévoyance en cas de maladie professionnelle est-elle également exonérée à hauteur de 50% comme l'indemnité journalière? La réponse est oui. Question où les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie sont soumises à CSG-CRDS. Est-ce qu'on fait bien la différence entre IJSS brut et IJSS net? La réponse est oui. Surtout si vous ne faites pas la subrogation. On va le voir dans le traitement d'une fiche de paye dans la troisième partie. Question intéressante. Peut-on faire par décision unilatérale de l'employeur de mettre à charge la garantie incapacité de travail à 100% à la charge du salarié afin d'éviter les cotisations sociales sur les indemnités journalières? On va le voir dans la troisième partie. Oui, mais non. Oui, principe fiscal, oui. Si c'est inscrit dans la durée. Mais je mets non parce que il faut que la référence de cette possibilité d'optimiser fiscalement les charges sociales soient inscrites dans un accord conventionnel. L'entreprise ne peut pas le décider seule. Donc, quand vous souscrivez un contrat d'assurance collective et que vous ne rejoignez pas le régime conventionnel, il faut bien préciser dans votre DE si vous le faites, mais si vous le faites, c'est parce que c'est prévu dans votre texte conventionnel. Vous ne pouvez pas le prévoir si votre texte conventionnel ne le prévoit pas. Il y a des régimes conventionnels qui prévoient, il y en a qui ne le prévoient pas. Donc, vigilance là-dessus. L'optimisation fiscale n'est pas possible pour toutes les entreprises. On va le voir dans la troisième partie. Du coup, sans transition, je vais donc passer à la troisième partie. La troisième partie a pour objectif d'approfondir ce que nous venons de voir, mais d'aller plus loin. Et d'aller plus loin, alors ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais ça concerne des schémas de fonctionnement de la fiscalité en matière notamment du maintien de salaire. Alors ici, qu'est-ce que j'ai souhaité faire? Souvent, vous trouvez des schémas indemnitaires du maintien de salaire sous l'angle de la prestation. Quand vous tapez Google, il y a beaucoup d'images qui ressortent. En réalité, quand vous tapez le schéma fiscal du maintien de salaire, rien ne ressort. Alors, j'ai tenté ici de vous dessiner quelque chose qui récapitule la situation, qui vous donne une vue en 3 dimensions, comme je l'appelle ainsi, et parce que ce n'est pas simple. Ici, j'ai pris le fait que vous pouviez avoir un salarié avec un arrêt de travail pour lequel vous avez un contrat de prévoyance qui est mis en place à hauteur de 80% du maintien de salaire, mais après vos obligations à le maintien de salaire, première période. Et vous venez compléter la seconde période par votre contrat de prévoyance. Et vous appliquez le code du travail, d'accord, parce que votre convention collective ne prévoit pas d'amélioration et que votre salarié, critère, ait plus d'1 an d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire. Qu'est-ce qui se passe?
En gris très clair, vous avez l'indemnisation sécurité sociale, c'est en bas, après 3 jours de franchise, paiement. Des indemnités journalières sécurité sociale, à hauteur de 50% du salaire, limité à la tranche A, limité à 1,8 SMIC. Exonération de charges sociales. Que vous faites ou non la subrogation, il n'y a pas de charge sociale sur cette partie-là. Par contre, j'ai ajouté l'indemnité journalière, elle est imposable à l'impôt sur le revenu, et ça, dès le premier euro. La deuxième partie, ça va être le gris foncé. C'est la période de mensualisation, cette période, en fait, où vous avez l'obligation de maintenir le salaire de votre collaborateur dès qu'il a plus d'1 an d'ancienneté. Alors, si on applique le code du travail, c'est 90% pendant 30 jours à 1 an d'ancienneté jusqu'à 6 ans. Et puis après, dégressif, deuxième période, 66,66, toujours sur une période de 30 jours. C'est pour cela que j'ai mis l'échelle temps tout en bas. Franchise 7 jours pour la période de mensualisation, et puis 30 jours à 1 an d'ancienneté, ça veut dire 30 plus 7, ça fait 37. Donc, vous avez bien l'échelle temps. La période de mensualisation, c'est un salaire. Donc, charge sociale à 100% et imposable pour le salarié également. Et puis, vous avez la partie jaune, le contrat de prévoyance que vous souscrivez. L'indemnité journalière complémentaire en matière d'un contrat de prévoyance, eh bien, ici, je suis en franchise en relais puisque j'interviens tout de suite après la fin de la première partie de votre obligation de maintien de salaire. Mais là, vous voyez, en charge sociale, l'imposition de ces IJ complémentaires seront en réalité, il faudra prendre en compte le fait que vous financez en quote-part le régime. Cela veut dire que vous serez exonéré de charges sociales en fonction de la quote-part de financement du régime par le salarié. Je reprends mon exemple tout à l'heure. Mon exemple tout à l'heure, c'est un salarié 1 600 € de salaire. Vous financez 1%, le coût du contrat 1%, ça veut dire donc 16 €. Vous financez 50% du montant, 8 €. Et puis votre salarié s'arrête. Il s'arrête 10 jours. Et là, c'est le contrat de prévoyance qui prend en œuvre. Eh bien, le montant des IJ qui seront reçus par vous-même de la part de votre assureur seront assujettis aux charges sociales, le montant des IJ à hauteur de 50%. Voyez que donc dans la dimension 3D, une fois on a l'exonération charges sociales à 100%, c'est la part sécu. Une fois c'est imposé à 100% charges sociales, c'est votre part à vous, mensualisation. Et puis après, en contrat de prévoyance, c'est en fonction de votre quote-part au financement du régime. Vous voyez, ce n'est pas simple. Parce qu'en plus, cela dépend de la durée de l'arrêt de travail de votre collaborateur. Alors, toujours pour aller plus loin, ça c'est la première chose que je souhaitais vous partager. La deuxième chose que je souhaite vous partager, c'est qu'il est possible, en effet, pour compléter la question qui a été posée, d'optimiser fiscalement la garantie incapacité, c'est-à-dire de faire porter cette quote-part de financement de la garantie incapacité, non pas sur vous-même, mais sur le salarié, à 100%. Alors, seul un texte conventionnel peut le prévoir. Vous ne pouvez pas le décider seul. En revanche, que vous souscrivez un contrat auprès du régime conventionnel d'un assureur recommandé ou que vous le faites par vous-même, c'est-à-dire vous souscrivez un contrat sur mesure, dès lors que votre DUE le précise, vous pouvez faire l'optimisation fiscale. Que donne cette optimisation fiscale? Elle donne la chose suivante. J'ai mis un scénario 1 dans une colonne, un scénario 2 dans une autre colonne, et j'ai pris l'exemple de la convention collective dite de 66, c'est-à-dire des établissements sanitaires et sociaux qui accueillent des personnes âgées à but non lucratif, pour lequel il est prévu de manière conventionnelle que la quote-part de financement à la garantie incapacité est à la charge totale du salarié. Cela ne veut pas dire que le financement global du régime de prévoyance est à la charge totale du salarié, pas du tout. Mais cela veut dire qu'en fait, il a été prévu par les partenaires sociaux d'optimiser fiscalement les choses. Parce que le fait de faire porter à 100% le financement de la garantie incapacité par le salarié, cela veut dire que quand l'assureur versera la prestation, eh bien, il n'y aura pas de charge sociale pour l'employeur. Ici, vous le voyez très concrètement.
Le régime de prévoyance dans le scénario 1 et le scénario 2 est financé de la même manière, 2,33%, c'est-à-dire c'est le coût du régime. Sauf que dans mon scénario 1, la contribution salariale est de 48%, donc répartition employeur-salarié de manière quasi égalitaire. Et dans l'autre situation, scénario 2, la contribution salariale est de 100% sur cette garantie-là. Et dès lors que donc il est en arrêt de travail, si je regarde un arrêt de travail qui est sur 4 jours, 5 jours, ici, si je simule les choses, l'arrêt de travail permettra de donner une indemnité journalière de 17 euros environ, d'accord, en complément à la sécurité sociale qui, elle, donnera 35 euros si je prends quelqu'un qui a un salaire moyen dont je n'ai plus le montant quand j'ai fait l'hypothèse, mais je le repréciserai. Et vous voyez qu'en fait, les charges sociales dans mon scénario 1, imposables sur les IJ complémentaires de 17 euros, est de 4,06, ce qui fait que mon net, bah, c'est mes 17 euros moins les charges sociales. Alors que dans mon exemple 2, je n'ai pas de charge sociale puisque j'ai contribué à 100% au financement. Et donc, bah, si je reçois 17 euros, j'ai 17 euros. Bien évidemment, la CSG a un impact, puisque bah, si je reçois 17 euros moins charge sociale, eh bien, ma CSG s'applique sur ici 12,93 dans mon premier scénario, alors que dans mon deuxième scénario, je paye plus de CSG puisque ma base imposable est un petit peu plus élevée. Mais au final, qu'est-ce que je vois en IJNet? Je vois que dans le scénario 1, eh bien, j'ai 12,29 euros, alors que dans mon scénario 2, j'ai 16,15 euros. Donc, vous voyez que, en fait, l'optimisation fiscale, c'est-à-dire le fait de ne pas faire supporter de charges sociales à l'employeur en faisant financer la garantie incapacité 100% sur le salarié, est bénéfique pour l'employeur. Cela n'est possible que dans le cadre du régime conventionnel. Toujours sur cette optimisation fiscale sur la garantie incapacité. Qu'est-ce que l'on voit? On a là une fiche de paye. La fiche de paye simule si vous avez fait la subrogation ou si vous ne faites pas la subrogation. Je vais m'appesantir uniquement sur la deuxième situation, c'est-à-dire le bas à gauche. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit l'employeur ne maintient pas le salaire pendant l'absence du salarié et les IJ sont financés à 100% donc, par le salarié en matière de cotisation. Donc, au moment de la prestation, elles ne sont pas soumises à cotisation. Ici, comme elles ne sont pas soumises à cotisation, si les IJ prévoyance versent 1000 euros, c'est l'exemple que vous avez ici encadré en rouge sur le bas de la fiche de paye, eh bien, mon 1000 euros est net, donc je le mets bien en net, puisqu'il n'y a pas de charge sociale. Et donc, je ne les soumets pas à cotisation. En revanche, si j'étais dans le cas où je fais la subrogation ou que je ne la fais pas, mais que j'ai bien une part de financement qui doit être soumise à charge, bah, c'est mon exemple 1 où je dois réintégrer mes IJ nets à en haut, donc pour les soumettre aux cotisations, pour faire du brut, et puis tout en bas, donc c'est mon cas 1. Donc mon cas 1, si je reçois sur 1000 euros la sécurité sociale, donc donne 50%, ça donne 500. Cela veut dire que je les soumets à charge au niveau donc du montant. Donc je porte en rémunération brute le montant net plus charge. Mais en bas, c'est mon point 2, eh bien, vous voyez que IJ prévoyance nette, j'enlève les 500 euros, bien évidemment, qui ont été versés, notamment lorsque vous n'avez pas fait la subrogation. Pour terminer, je déborde de 3 minutes, mais pour terminer, autre sujet, c'est si maintenant, au lieu de parler de 100% de la contribution incapacité à la charge du salarié, on parle de la contribution employeur à 100% pour tout le régime de prévoyance, pour toutes les garanties, incapacité, invalidité et décès. Qu'est-ce que l'on voit? Si, pour le maintien de salaire, on voit que si vous faites la subrogation et que vous recevez les IJ-SS et que vous avez contribué à 100%, en réalité, bah, tous les IJ sont soumis à charge à 100% et que parce que vous avez maintenu le salaire, eh bien, en fait, vous avez déjà payé les charges, donc il n'y a pas de choses à changer par rapport à vos pratiques.
En revanche, si vous faites un maintien de salaire sans subrogation et que vous recevez des IJSS nets, à ce moment-là, parce que vous avez contribué à 100% au financement du régime, il faut tout réintégrer au brut, ne pas oublier ensuite d'enlever après le net à payer les IJSS nets pour bien évidemment que les charges sociales qui vous incombent soient bien inscrites sur la fiche de paye et soient portées à vous en tant que charge. Eh bien, qu'est-ce que nous devons retenir dans les points essentiels de cette particularité pour aller plus loin? Vous voyez que le maintien de salaire au niveau des charges sociales est un vrai casse-tête, puisque en fonction de la durée de l'arrêt et puis du fait qu'il y a le maintien de l'employeur, il y a le régime de prévoyance, il faut regarder bien évidemment le sort de ces IJ et que chaque situation en entreprise est différente parce que tout va dépendre de l'arrêt, de sa durée et de la nature du financement, du niveau de contribution de l'employeur au financement du régime et de savoir s'il y a un régime conventionnel ou non et de la manière dont vous avez donc financé cette quote-part. L'optimisation fiscale, et j'en terminerai là-dessus, sur l'incapacité ne peut se faire que dans le cadre d'un régime conventionnel, que vous ayez souscrit l'offre conventionnelle ou non. Mais si vous n'avez pas souscrit l'offre conventionnelle, vous avez l'obligation de faire une DE dans laquelle vous portez bien la notion du financement de l'incapacité à la charge totale du salarié. Eh bien, je vais prendre une seule question au regard du timing. Quel est le risque si l'employeur n'applique pas le maintien de salaire alors qu'il finance à 100% la cotisation de la prévoyance? J'ai peur de ne pas bien comprendre la question parce que le maintien de salaire, dès que le salarié a 1 an d'ancienneté, après 7 jours de franchise ou moins, si la convention collective améliore ce critère, eh bien, elle est obligatoire. C'est une loi. On est là dans le cadre légal réglementaire. On n'est pas dans le cadre légal conventionnel. Le maintien de salaire est assimilé au code du travail. Donc, en fait, j'ai bien peur de ne pas bien comprendre la question. Je suis désolé là-dessus, mais je laisserai la personne qui a posé cette question mieux s'exprimer dans le chat. Claire va y répondre. Et puis, bien évidemment, nos équipes prendront le relais pour pouvoir compléter ma réponse. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez ici le QR code qui vient de s'afficher et nos experts de proximité, c'est-à-dire les personnes qui vous accompagnent ou qui sont susceptibles de vous accompagner, prendront contact avec vous et auront le plaisir de donner une suite à ce webinaire et de répondre à toutes vos interrogations. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous aurez trouvé les réponses, en tout cas que vous aurez un certain nombre de réponses. Et bien évidemment, je vous confirme que nos forces commerciales de proximité sont à votre totale disposition sur tout le territoire pour pouvoir donc apporter des réponses complémentaires à vos situations qui sont toutes donc particulières. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne fin de journée.